Patrick Martin-Genier, Volodymyr Zelensky a demandé une réponse plus forte et moins lente. Est-ce qu'il a été entendu ? Écoutez, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que je comprends son sentiment de solitude. Les sanctions économiques, elles sont importantes, sont très fortes, mais ont toujours un effet à moyen terme. Nous sommes dans l'urgence. Il s'agit de sauver la démocratie, sauver Volodymyr Zelensky. Et malheureusement, ces sanctions économiques seront inefficaces à court terme, d'autant que Vladimir Poutine avait anticipé ces sanctions, notamment aux Jeux Olympiques à Pékin avec le président chinois. Juste avant la cérémonie d'ouverture, les deux hommes se sont rencontrés. Voilà. C'était aussi pour préparer ce qui se passe aujourd'hui, Absolument, c'est ça ils que ont vous nous dites. conclu une alliance stratégique et commerciale pour faire des transactions commerciales qui ne seraient pas libellées en dollars, c'est-à-dire qui ne passeraient pas par le système de paiement international. Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, sont visés directement par le gel de leurs avoirs. Mais à quel point ça va les affecter, ça ? Parce que Vladimir Poutine a beaucoup d'avoirs en dehors de la Russie. Oui, mais il faut savoir que le régime russe est un régime extrêmement corrompu. Donc s'il a une fortune personnelle, peut-être que lui, personnellement, il s'en fiche un peu dans la mesure où finalement ce qu'il veut, c'est la grandeur de la Grande Russie. Il veut laisser son nom dans l'histoire, pas forcément favorablement. Lavrov également, bon, c'est un exécutant fidèle de sa politique. Le problème, c'est que ça ne va pas viser que ces deux personnalités, mais quand même l'ensemble des personnalités du régime, également les députés de la Douma. Donc plus, effectivement, ça frappe les oligarques du régime, les proches du Kremlin, plus ça frappe les responsables politiques, cela pourrait provoquer... Ça affaiblit Vladimir Poutine ? Oui, je pense que politiquement... C'est ça l'effet, en fait ? C'est ça l'effet, c'est de l'affaiblir politiquement. Lorsque dans un régime corrompu comme le sien, vous frappez directement au portefeuille de ses proches, je pense que c'est susceptible de l'affecter et d'affecter ses soutiens politiques. Pas d'exclusion du système SWIFT, qui est un peu présenté comme l'arme ultime. L'arme économique suprême, en effet. Ça, c'est extrêmement regrettable. Et pour une fois... Ça aurait été une réponse coordonnée. Oui, ça aurait été une réponse extrêmement... Et ça peut faire du mal à la Russie et la faire changer de stratégie ? Ah oui, parce que ça va encore plonger l'économie russe, qui n'est déjà pas dans une santé extraordinaire, encore plus bas. Ça lui aurait empêché effectivement l'accès à ce système de paiement qui est le système le plus large au monde. Et donc cela aurait provoqué un véritable blocus de l'activité économique et des flux financiers russes. Malheureusement, cela vient d'être dit. Certains étaient hostiles à cela, dont l'Allemagne, dont vous savez qu'elle dépend à plus de 60% de la Russie pour le gaz naturel. Une petite question, on fait un petit pas de côté. Pourquoi les 27 ambassadeurs n'ont pas été rappelés ? Parce que, bon, d'abord, chacun mène sa propre diplomatie et je pense que certains ne veulent pas fermer la porte totalement à la diplomatie. On ne souhaite pas ajouter encore des chocs diplomatiques aux chocs diplomatiques et militaires. Donc c'est une façon de laisser la porte ouverte à la diplomatie, au dialogue politique, si tant est que cela est encore possible avec Vladimir Poutine. Un sommet extraordinaire de l'OTAN est en cours. On rejoint Paul Germain à Bruxelles. Bonsoir Paul. La solution viendra-t-elle de l'OTAN ? Eh bien, Sylvia, rappelez-vous, il y a quelques années, Emmanuel Macron avait déclaré que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, c'est lui qui décide de convoquer ce sommet extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui ne vous aura pas échappé, c'est que l'Union européenne n'a pas de défense commune, et c'est d'ailleurs un des chantiers qu'Emmanuel Macron va vouloir relancer. Alors ce sommet extraordinaire a aussi été voulu par la Pologne et les pays baltes qui ont demandé d'activer l'article 4 de l'Alliance. Cet article prévoit des consultations quand un pays se sent menacé, et précisément la Pologne en particulier a très peur d'un débordement de l'offensive russe sur son territoire. Cela dit, l'OTAN a déjà commencé à renforcer son dispositif sur le flanc est de l'Europe. Hier encore, les États-Unis ont promis d'envoyer 7000 hommes supplémentaires en Allemagne, et la France a annoncé ce matin qu'elle enverrait des hommes en Estonie et en Roumanie. En revanche, vous le savez, pas question d'envoyer des troupes en Ukraine, et le président Zelensky a avoué ce matin qu'il se sentait un petit peu abandonné. Alors, est-ce la raison pour laquelle il a décidé aujourd'hui de lancer un message vidéo sur les réseaux sociaux dans lequel il dit qu'il est prêt à discuter de la neutralité de son pays, autrement dit, renoncer en quelque sorte à entrer dans l'OTAN? Est-ce que cela va changer le cours des choses? Certains diront que cela ressemble à une capitulation. Merci Paul depuis Bruxelles. C'est une capitulation? Ce serait une capitulation?
Une capitulation, je ne pense pas. C'est peut-être le discours d'un homme aux abois, malheureusement. Il a un pistolet sur la tempe. Kiev est assiégé. Les principaux sites militaires ont été neutralisés. Il y a des morts. Et donc, c'est quelqu'un qui essaye de sauver son pays. Donc, on ne peut pas dire que c'est une capitulation. C'est quelqu'un qui dit, ma foi, qui se sent peut-être en danger et qui essaye de sauver son régime. C'est ça, aujourd'hui, la difficulté. Et on ne peut pas lui en vouloir, dans la mesure où personne ne viendra à son secours. Donc, il essaye de sauver la face. Pour dire, bah, écoutez, puisque vous êtes là, moi, je souhaite rester au pouvoir, je suis prêt à discuter d'une neutralité. On ne peut pas parler de capitulation quand on essaie de sauver la démocratie. Pour être bien concret, une neutralité, ça veut dire quoi? La neutralité, c'est le statut qui a été celui de la Finlande pendant la guerre Ce qu'on froide. appelle la finlandisation, c'est La ça? finlandisation, ou même de l'Autriche. Je rappellerai que l'Autriche, même membre de l'Union européenne, a été neutre pendant la guerre froide, et le reste globalement. C'est-à-dire la neutralité, c'est de ne pas se prononcer sur les grands conflits internationaux, c'est de ne pas prendre position pour l'un ou pour l'autre, c'est faire son business habituel en matière économique, mais ne pas appartenir à une alliance militaire qui pourrait entraîner un conflit avec un grand voisin qui est à ses portes. Donc c'est rester neutre sur les grands sujets internationaux et surtout ne pas se prononcer contre la Russie. Et est-ce que ça pourrait suffire à Moscou, cette réponse, pour cesser l'invasion? Bien sûr que non, parce que maintenant c'est trop tard. Vous avez vu l'intervention haineuse de Vladimir Poutine qui demande à déloger donc les drogués de Kiev et les néo-nazis. Donc on peut toujours discuter. Il ne veut plus discuter. Il veut la fin de l'Ukraine. Il veut se réapproprier l'Ukraine. Il veut abattre ce gouvernement. Et je ne suis pas certain, hélas, que cela suffise. Je reprends les mots de Paul à l'instant. Vladimir Poutine obtient ce qu'il voulait combattre, un renforcement de l'OTAN à l'est de l'Europe. Là, aujourd'hui, vous nous dites l'objectif, c'est l'Ukraine. À la rigueur, ce qui se passe avec l'OTAN l'intéresse moins, ou ça continue à être un vrai sujet pour Vladimir Poutine? Ah oui, je pense que ça continue à être un vrai sujet. C'est son objectif, en fin de compte. Il avait pris l'Ukraine en otage. Il a obtenu maintenant pratiquement, effectivement, la défaite de l'Ukraine. De fait, il peut renverser ce gouvernement. Mais il l'a bien dit, ce qu'il voulait, c'est redessiner l'architecture de l'Europe et de l'OTAN. Il souhaite que l'OTAN recule, à défaut d'être supprimé. Il souhaite que les armements soient supprimés, retirés, notamment les armements à moyenne portée susceptibles d'aller en Russie. Donc, son objectif final, ça reste bien de redessiner l'architecture de la sécurité dans l'Europe, notamment l'OTAN, et c'est ce que ne veut pas l'OTAN. Est-ce que ça peut du coup accélérer, pousser vers une Europe de la défense? C'est quand même quelque chose qui est discuté depuis très très longtemps, ça n'aboutit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un déclencheur? Ça peut être un des éléments déclencheurs, mais nous sommes loin d'une Europe de la défense. On a une politique extérieure de sécurité commune, mais en réalité, la défense, les armements restent de la compétence de chacun des États membres. Et en plus, pour aller vers une vraie politique de la défense, il faudrait réformer les traités européens. Donc ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Qu'en revanche, il y a une meilleure autonomie stratégique de l'Europe, un plus grand dialogue avec l'OTAN et enfin une plus grande prise en charge par les États européens de leur propre défense. Ça, ce sont des éléments qui sont importants. Qu'est-ce que cette guerre en Ukraine, cette invasion de l'Ukraine par la Russie, peut changer au niveau européen? Est-ce que ça va pousser à de nouvelles décisions? Je pense que oui, lorsque l'Europe est en situation où il en va de sa survie politique ou sa survie tout court, imaginez qu'on nous coupe toutes les sources énergétiques, eh bien effectivement, comme cela a été dit, ça doit relancer la réflexion sur une vraie Europe politique et une Europe indépendante. L'indépendance de l'Europe est importante sur le plan énergétique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Mais c'est une Europe qui est souvent très divisée sur les grands sujets. Oui. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'avance plus. Ça fait des années qu'on n'avance plus en Europe parce que plus elle s'est élargie, plus le sentiment d'appartenance à une Europe unique a été dissous. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des États qui ne font pas confiance à l'Europe, à Bruxelles, d'autres qui font plus confiance aux États-Unis. Et sur l'Europe de la défense, on n'est pas d'accord. Sur la politique étrangère, on n'est pas d'accord. Et on vient de le voir que sur le système SWIFT de paiement international, l'Allemagne est le maillon faible de l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pour des sanctions majeures et elle souhaite continuer ce que Willy Brandt avait appelé l'Ostpolitik, c'est-à-dire la politique de l'Est.